Le 26 juin 1940, une situation nouvelle va naître en application des conditions de l'armistice. La France est découpée en 3 zones, l'une libre dans le sud, la seconde interdite dans le nord-est, la troisième occupée, intermédiaire, comprenant notamment Paris, la Bretagne et les côtes de l'Atlantique. La rivière Somme est l'une des frontières naturelles de la zone interdite. Un poste de contrôle s'établit au canal, partageant Péronne en 2. La zone nord, administrative et la plus peuplée, est en zone interdite. Interdite au retour des réfugiés, des agriculteurs allemands devant s'y installer. Les civils ne passent plus au nord sans autorisation de la commandanture. Les habitants de la Chapelette sont ainsi séparés du centre-ville administratif, qui est aussi le lieu de distribution du ravitaillement. Une fois de plus, le français va devoir recourir au système D, et des initiatives clandestines vont être prises. Cette réaction sera l'une des premières manifestations de la résistance française. Conséquence de la mise en place des limites de la zone interdite, une nouvelle activité va naître, le passeur. En cette période de retour d'exode, les passeurs auront pour mission de faciliter en zone nord les réfugiés qui désirent rentrer chez eux. Les uns en feront un job, d'autres un devoir. Un devoir pour ceux qui vont permettre, dans l'autre sens, l'évasion des prisonniers français, assez nombreux dans le secteur. De même, le passage d'hommes, jeunes pour la plupart, qui veulent se rendre en zone libre, avec l'espoir de gagner l'Afrique ou l'Angleterre. Tous les moyens sont bons pour franchir cette ligne de démarcation. Il y a surtout des navettes en barque qui ont lieu de nuit, de l'une à l'autre des rives irrégulières de la Haute-Somme perdues dans ces étangs marécageux et boisés. Il y aura de vrais et de faux laissez-passer, c'est-à-dire ceux obtenus malicieusement auprès de la commandanture ou les falsifiés. Des véhicules à moteur et des chariots hippomobiles, autorisés pour des travaux ou des transports civils, auront bien souvent des clandestins cachés sous une bâche, sous des sacs, outils ou matériaux divers. Le mitron dans son triporteur en passera également, au nez et à la barbe des sentinelles. Le 18 avril 1942, l'amiral Darlan est remplacé par Pierre Laval comme chef du gouvernement de Vichy, ce qui aura pour effet de durcir encore la coopération avec l'Allemagne nazie, en anticipant ses désirs, le tout sur fond de combat anti-bolchevique. L'Allemagne, manquant cruellement de main-d'œuvre pour faire tourner ses usines d'armement, oblige les gouvernements des pays occupés à pourvoir à ces manques. C'est ainsi que Pierre Laval instaure la relève, le 22 juin 1942, basée sur le volontariat, puis devant le faible succès, le STO, service de travail obligatoire, le 16 février 1943. Très impopulaire, appelé par tranche d'âge, beaucoup y seront réfractaires. Mais au total en France, entre juin 42 et août 43, 600 000 hommes partiront en Allemagne. On estime que plus de 25 000 y perdront la vie. Bombardements alliés, maladies, conditions de vie, ou fusillés, décapités pour actes de résistance. Cette conscription de travailleurs pour l'Allemagne favorisera la résistance, la création des maquis, l'opposition et les haines de toutes sortes envers l'occupant. La résistance à l'ennemi est déjà active bien avant les lois Darlan dans la région de Péronne. À Cléry, Anne-Marie Vion, 18 ans, par bonté naturelle et de par la situation géographique de son habitation, aide. Elle est arrêtée le 22 octobre 1941 pour avoir servi de boîte aux lettres à des prisonniers de guerre du camp du Quinconce.
fait passer en barque la Somme et avoir hébergé des résistants. Elle mourra en déportation au camp de Ravensbrück le 3 février 1945. Dans la campagne, des meules de paille destinées à l'occupant brûlent. En août 1943, des granges pleines de récoltes brûlent encore. 8 résistants sont arrêtés. Internés à la prison d'Amiens, ils pourront s'enfuir lors de l'opération Jéricho, bombardement de la prison le 18 février 1944 par les Anglais. Septembre 1943. Pour d'autres affaires, d'autres encore seront interpellés et emprisonnés. À Péronne, ce seront Henri Anglard, pharmacien, et ses 2 fils. Libérés après quelques mois de forteresse, ils se mettront prudemment en réserve. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le 11 novembre 1943, les résistants bravent l'interdiction et défilent devant le monument aux morts de Nesle. Et le soir même, les cuves de la distillerie de la ville sautent. Reconnus, ils seront interrogés et un temps soupçonnés. Les arrestations vont suivre. Pierre Leroy sera fusillé à la prison d'Amiens, son épouse emprisonnée, sa fille déportée et rapatriée en 1945. Le maire de Nesle, Denis Longuet, et Serge Dumont, internés à Amiens, seront tués le 18 février 1944 lors du bombardement de la prison. Alfred Terreux, Noël Guillemant, Michel Péquet seront déportés et reviendront. D'autres encore seront emprisonnés. Dans cette affaire, André Dodard, alias Seigneur, proche du groupe de Nesle, fondateur du BOA de Péronne et dans le civil responsable du service de ravitaillement cantonal, quitte rapidement avec sa famille le domicile qu'il occupe à la Chapelette. Bien lui en a pris. Sa maison sera encerclée le lendemain. Sous les alias Marius, Seigneur, Rivière, Renoir, Le Sueur, André Dodard continuera la lutte clandestine dans les secteurs de Soissons et de Château-Thierry. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les hirondelles volent bas ce soir. C'est le message reçu de Radio Londres le 12 mars 1944 pour annoncer l'atterrissage cette nuit à Morpa d'un avion venant d'Angleterre récupérer 3 membres des forces françaises libres parachutés dans la Somme quelques mois auparavant. André Hopsemer, habitant de Morpa, et les 3 militaires gagnent le lieu prévu sur le territoire de la commune. Quand ils sont encerclés, sans nul doute, ils ont été dénoncés. L'avion anglais est entendu, mais en l'absence de balisage, il ne se posera pas. Après interrogatoire, tous les 4 seront déportés. Gravement malade, André Hopsemer reviendra à l'armistice, pour décéder le 16 juin 1945. Les 3 militaires, un seul survivra. Du 2 mars 1944 jusqu'à la libération, le groupe BOA, commandé par le lieutenant Géopuil, alias Hubert, récupère les armes parachutées pour les résistants. 6 terrains seront utilisés pour 7 parachutages assurés par 10 avions britanniques. 2 juin, sur Créole, nom de code du terrain de Morpa, un avion allemand se présente. Il est pris pour l'avion anglais. Des signaux lui sont envoyés à tort. Il mitraillera le terrain, sans faire de victimes. Nuit du 5 au 6 juillet. Après le parachutage sur altitude au sud de Frise, une partie des armes cachées est découverte le lendemain. 12 résistants seront déportés. 2 pourront s'échapper du train. Les autres reviendront à la fin de la guerre. Le plan Paul prévoit le parachutage d'une division aéroportée alliée au nord de la Somme, au cas où les Allemands installeraient une défense sur le fleuve après le débarquement, des résistants couvrant l'opération.
Ils sont ainsi armés. Le 29 avril 1944, une forteresse volante Boeing B-17G, après avoir bombardé Berlin, est touchée par la flaque. Elle est contrainte d'atterrir en catastrophe sur le ventre, dans un champ à proximité de Sailly-Saillisel. Son équipage, composé de 10 membres, pris rapidement en charge par des résistants, connaîtra des fortunes diverses. 7 s'évaderont et 3 seront faits prisonniers. Un résistant, Joseph Traudet, de Cartigny, décédera en déportation pour avoir hébergé un de ses aviateurs. Le 15 juin, coup très dur pour la résistance. 7 membres du groupe BOA sont arrêtés. Il s'agit de Jérôme Leborgne, Léon Verrier, Léon Belair, René Van Dyck, William Poivre, Roger Corne, Raoul Blériot. Tous seront déportés. Géo Puil, responsable du groupe, échappera de peu à son arrestation en se sauvant à travers les marais de Halle. Il n'y aura qu'un seul survivant, Raoul Blériot. Très affaiblis, William Poivre et Jérôme Leborgne connaîtront la libération des camps, mais ils décéderont rapidement. Pour connaître tous les détails de la résistance dans la région, nous vous recommandons l'ouvrage du colonel Géo Puil, Services spéciaux et réseaux Picard, le BOA de la Somme, 1939-1945. C'est dans cet excellent document que nous avons puisé de nombreuses informations sur la résistance. D'autres Péronnais encore qui refusent la défaite. Jean Teuf, militaire démobilisé à l'armistice, un des tout premiers membres de l'armée des ombres, il agit au profit du renseignement britannique. Il sera arrêté chez sa mère à Sainte-Radegonde le 15 juillet 1942 et sera fusillé au Mont-Valérien le 30 novembre suivant. Une rue de Péronne honore sa mémoire. Maurice de Villers, capitaine FFI. Réfractaire au service du travail obligatoire, il rejoint les FTP du Morbihan et participe à de nombreux accrochages avec les troupes allemandes. Il sera tué au combat dans la région de Pontivy le 14 avril 1944, alors qu'il participait à un violent engagement. Son nom sera donné à l'une des plus vieilles rues de la ville. Vers la fin juin 1944, la FEL gendarmerie s'installe à l'extrémité est de la rue Saint-Sauveur. La résistance pose alors une rangée de crève-pneus à proximité des bureaux, puis repart dans la nuit. Un véhicule allemand passe. Un pneu éclate. Le chauffeur perd le contrôle de son engin qui vient s'encastrer dans une maison. Croyant à une attaque à la grenade, les FEL gendarmes réveillés arrosent à l'arme automatique les abords immédiats. Dans la nuit du 20 au 21 août 1944, la résistance envisage de poser des crève-pneus sur la route de Péronne-Bapaume. Se déplaçant à travers champs, l'homme de tête distingue des ombres proches de la route nationale, suivi d'un halt Verda qui ne laisse aucun doute sur la nationalité. Instinctivement, il appuie sur la gâchette de sa Sten, mitraillette. Un autre Allemand riposte. Il est aussi neutralisé. Mais il aura blessé René Damelincourt qui reçoit une balle dans la cuisse gauche. Puis toute l'équipe se replie. Soigné en cachette, René Damelincourt se rétablira bien vite. Il y aura plusieurs tués chez les FEL gendarmes, et le maire Daniel Boinet sera menacé d'être pris en otage avec 30 personnes si on ne retrouvait pas les terroristes. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1944, un groupe de FTP du Pas-de-Calais d'environ 25 résistants, rejoignant un maquis des Ardennes, séjourne clandestinement à Escourt-le-Bas dans la grange de la ferme de monsieur et madame Villetard. Vers 4h30 du matin, les bâtiments sont encerclés. Un sanglant combat s'engage pendant 2 heures. Bilan, 3 FTP seront tués,
5 seront blessés. 3 seront fusillés à Seclin le 4 août 1944. 5 seront libérés le 1er septembre. Les autres, déportés en Allemagne. La famille Viltard sera inquiétée, mais faute de preuves, laissée en liberté. Suite à des soupçons et à des délations, la fêle commandanture d'Albert envoie des troupes à Dompierre le 16 juillet 1944. Pendant l'opération, une arme est subtilisée à un Allemand. Un camion de la Gestapo est immobilisé par le tir d'un résistant. Revenus en force, il y aura 1 mort et 17 arrestations. Tous seront dirigés à la prison d'Amiens et la plupart déportés en Allemagne, où ils connaîtront des fortunes douloureuses et diverses. Le 24 août, rentrant à bicyclette, Albert Bira se trouve nez à nez devant un barrage effectué par la Feld gendarmerie à la hauteur du pont du Moulin d'Amé. Il détient dans sa musette des crève-pneus, prend peur et se sauve à pied. Réfugié dans la cave d'une maison de la rue du Collège, il sera rattrapé et blessé sérieusement, puis traîné à pied par les Feld gendarmes jusqu'à leur bureau au 31 de la rue Saint-Sauveur, où il sera torturé et massacré. On ne retrouvera jamais son corps. Cette barbarie nazie est sans nul doute la conséquence de la nuit du 20 au 21 août. Ce 24 août, au soir, la 2e division blindée du général Leclerc entre dans Paris. Les combats de la résistance péronaise se poursuivront avec l'arrivée de nos libérateurs américains le 1er septembre. Ils continueront encore, ainsi que leurs sacrifices, les quelques jours suivants. Le 28 août, il est bientôt minuit, nouvelle cruauté. Un groupe de 11 résistants FTP, dont 2 jeunes filles, agents de liaison, alors incarcérés à Saint-Quentin, sont conduits dans un camion bâché à la prison de Péronne. Arrivés à destination, le camion fait demi-tour. Par manque de place, leur dit-on. Sur la route du retour, un peu avant Vraignes en Vermandois, l'officier SS qui menait l'opération s'exclame « Vous êtes libre ». L'un peut s'échapper, sans être touché. Un deuxième, blessé sérieusement, décédera dans la nuit. Les autres n'auront pas le temps de courir. Au lieu dit la vallée perdue, sur la commune de Vraignes en Vermandois, 10 noms seront gravés sur le monument érigé, à l'endroit du massacre.